Les portes de Vladimir Poutine vers l'Europe se ferment officiellement. L'UE suspend les visas pour les Russes. La flotte fantôme de pétroliers est bloquée dans les Baltes, et les plus grands atouts de Poutine, les entreprises énergétiques, sont repris par l'Europe. Désormais, même ses derniers alliés d'Europe et d'Asie l'abandonnent. Rappelons-nous les jours d'hiver arrogants où Vladimir Poutine menaçait de geler toute l'Europe, notamment le grand chantage visant l'Allemagne, déclarant que leurs industries s'effondreraient sans le gaz et le pétrole russe. Poutine tenait la vanne énergétique comme une arme pointée sur la tempe de l'Europe. Aujourd'hui, cette arme a disparu. Ce chantage a officiellement échoué. De plus, cette arme s'est maintenant retournée et est pointée directement sur son propriétaire, Vladimir Poutine. La porte énergétique de Poutine vers l'Europe, le pont sur lequel il comptait tant, n'est pas seulement fermé. Ce pont a été dynamité par les Européens eux-mêmes et lui a explosé au visage. Et sous les décombres de ce pont se trouve tout l'empire énergétique que la Russie avait construit pendant des décennies. Désormais, les oligarques russes sont pris d'une vague de panique géante au cœur de l'Europe, étendant de Berlin à Belgrade, de Sofia à Bucarest. Cet effondrement est si massif, le contre-coup du chantage est si grave, que même les amis les plus fidèles de Poutine, ses alliés les plus proches comme la Serbie et la Hongrie, ses bastions dans les Balkans, le fuient comme la peste. Ce que vous voyez ici est la raffinerie de Lukoil en Bulgarie, la plus grande des Balkans. Alors, que sont ces images ? Le gouvernement bulgare a officiellement déployé la police militaire contre cette raffinerie sur son propre territoire. Non seulement la police, mais selon Reuters, des systèmes de défense anti-drone ont également été déployés dans la zone. Pourquoi ? Une attaque terroriste était-elle anticipée ? Non. La situation est bien plus complexe. La Bulgarie se prépare à nationaliser cette gigantesque installation à capitaux russes pour protéger sa propre sécurité nationale. Alors pourquoi la Bulgarie a-t-elle décidé de saisir l'un des plus grands actifs de Poutine ? C'est là que les choses tournent à la panique continentale. La réponse est simple. Un piège légal parfait a été tendu à Washington. Ce piège a forcé tous les pays européens, et même les soi-disant alliés de Poutine, à faire un choix impossible. Première option, continuer à travailler avec les entreprises russes et s'autodétruire économiquement sous les sanctions américaines. Deuxième option, saisir immédiatement les actifs russes, les nationaliser ou les vendre pour survivre. Comme vous pouvez le constater, tout le monde, sans exception, choisit la deuxième option. Un effet domino a commencé, et cet effet détruit tous les bastions de Poutine en Europe. Le premier et le plus évident résultat de ce piège vient du cœur de l'Union européenne. Les géants énergétiques russes Gazprom, Rosneft et Lukoil se retrouvent soudainement empoisonnés. Le premier domino est la Bulgarie. La situation est une question de sécurité nationale pour Sofia. Si 80% du carburant du pays dépend de Lukoil, cela signifie que le pays serait à court de carburant en quelques semaines après l'imposition des sanctions. Le chaos, les émeutes et une économie paralysée sont inévitables. Qu'a fait le gouvernement de Sofia ? Selon Balkan Insight, ils ont fait passer un amendement législatif en commission en seulement 26 secondes. Cette loi donne à l'État le pouvoir de saisir la raffinerie Lukoil et de la vendre à un nouveau propriétaire. C'est pourquoi la raffinerie est encerclée par la police militaire. Quelle a été la réaction de la Russie ? L'ambassadrice Mitrofanova s'est exprimée auprès de l'agence de presse TASS. Elle a déclaré « Cela ressemble à une loi d'expropriation. Les Bulgares font un pas très risqué, ils créent un dangereux précédent. » Un dangereux précédent ? Absolument, mais c'est l'invasion de l'Ukraine par Poutine qui a créé ce précédent. Les Bulgares ont choisi la sécurité énergétique de leur pays, plutôt que l'amitié avec Poutine. Qu'est-ce que cela montre au peuple russe ? Cela montre que la grande stratégie de Poutine peut transformer même les alliés les plus proches en ennemis en un clin d'œil. L'image de Poutine comme un partenaire fiable est écrasée sous les bottes de la police bulgare. Mais cela ne se limite pas à la Bulgarie. Les dominos continuent de tomber. Berlin envisage de nationaliser entièrement la gigantesque raffinerie de Schwedt, qui fournit un cinquième du carburant du pays, et est contrôlée par Rosneft. Cette installation est sous administration des États depuis 2022. Mais maintenant, ils envisagent une saisie permanente. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent que cette installation ne subisse un effondrement financier lorsque le piège du dollar américain sera activé. Pendant ce temps, le ministre roumain de l'énergie, Bogdan Ivan, a clairement déclaré qu'il devait prendre le contrôle de la filiale roumaine de Lukoil, Petrotel Ploiești. Même histoire. Protéger l'approvisionnement national en carburant. Vous voyez, n'est-ce pas ? Bulgarie, Allemagne, Roumanie, tous en même temps, saisissant les actifs russes à cause du même piège légal. Le bastion énergétique de Poutine en Europe s'effondre complètement. Ce piège légal ne crée pas seulement une vague de saisie en Europe. Il expose également une profonde fissure parmi les soi-disant alliés de Poutine. Deux réponses différentes à ce piège montrent à quel point l'influence russe en Europe est brisée. D'un côté, la Slovaquie. Ayant dépendu du gaz russe, la Slovaquie a vu le danger et a immédiatement trouvé une issue. Les paroles du président slovaque sont claires. Je suis heureux d'accepter l'offre du président polonais, ce qui permettra des livraisons de gaz alternatives à la Slovaquie, via l'interconnexion de nos systèmes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous ne serons plus les otages de l'arme énergétique de Poutine. Nous avons préparé un plan B avec un allié fiable de l'OTAN. C'est une perte stratégique pour Poutine. Et puis, de l'autre côté, il y a la Hongrie.
Le Premier ministre Viktor Orban est le leader le plus réticent à agir contre ce piège. Malgré tous les avertissements de Washington et de Bruxelles, Orban continue d'approfondir les relations énergétiques avec Moscou. L'ambassadeur américain David Pressman a clairement averti Budapest, la Hongrie ne devrait pas être dispensée. Et ils ne prennent pas de mesures actives pour réduire leur dépendance au pétrole brut russe. Ils ont même été avertis que le pipeline fournissant du pétrole à la Hongrie ne serait pas ouvert indéfiniment. Alors, quel est le plan d'Orban ? Ce n'est pas de changer de cap, mais de chercher un bouclier, en rencontrant l'ancien président Trump pour se protéger du régime de sanctions. En fait, selon un rapport de la BBC, Orban a réussi à obtenir une exemption d'1 an de la part de son allié Trump. Cette situation montre qu'Orban est de plus en plus isolé dans la politique énergétique européenne et qu'il s'appuie sur des manœuvres politiques plutôt que sur des mesures stratégiques pour survivre. La politique de Poutine force les pays voisins à le fuir rapidement ou à devenir des parias sur la scène internationale à ses côtés. Les deux scénarios montrent que l'influence russe en Europe est terminée. Mais le vrai drame se déroule dans un pays pris entre ces deux extrêmes, la Serbie, que Poutine considère comme son bastion dans les Balkans. La Serbie est officiellement piégée à cause de sa loyauté envers Poutine. Voici le problème. Savez-vous qui possède plus de la moitié des parts de Nice, la compagnie pétrolière nationale de Serbie ? Ce sont les géants russes Gazprom et Gazprom Neft. Qu'ont dit les restrictions américaines ? Vous ne pouvez pas faire affaire avec Gazprom, c'est une catastrophe totale pour la Serbie. Un rapport de la BBC depuis Belgrade résume clairement la situation. Dès que les restrictions ont pris effet, l'artère vitale de la Serbie a été coupée. Parce que la Serbie est un pays enclavé, elle recevait autrefois du pétrole brut via le pipeline Janaf en provenance de Croatie. En raison des sanctions, la Croatie a coupé ce flux de pétrole. Parce que l'acheteur en Serbie appartient au russe Gazprom. Regardez ces images prises dans les stations-service de Belgrade. Les géants américains des cartes de crédit Visa et Mastercard ont suspendu les transactions dans les stations Nice et Gazprom en Serbie. Les gens veulent acheter du carburant mais ne peuvent pas payer. La BBC rapporte qu'un client sur 10, en particulier les étrangers, est incapable de payer. Pouvez-vous l'imaginer ? Le prix de la loyauté envers Poutine est que votre carte de crédit n'est pas acceptée en plein cœur de l'Europe au XXIe siècle. La ministre serbe de l'énergie, Dubravka Djedovic-Handanovic, a déclaré que le temps était compté. Il est rapporté que les quantités de pétrole brut à traiter dans les raffineries seront épuisées d'ici la fin novembre. Le président Vučić est en état de panique totale. La Serbie est maintenant confrontée à un choix impossible. Soit couper tous les liens avec Poutine pour survivre économiquement et prendre le contrôle de la compagnie pétrolière nationale, soit rester fidèle à Poutine et faire face à un effondrement économique. Et il semble que Vučić ait pris sa décision. Regardez, c'est une évolution très récente. Le président serbe Vučić a eu un appel téléphonique avec le dirigeant ukrainien Zelensky. Le sujet était la coopération en matière de sécurité régionale. Savez-vous ce que Vučić lui-même a déclaré après le rapport de la Commission européenne, selon lequel la Serbie prenait du retard sur la voie de l'adhésion à l'UE ? La Serbie pourrait modifier sa décision de refuser les sanctions contre la Russie. Je pense qu'il est important de tout faire pour assurer le progrès de la Serbie sur sa voie européenne. C'est la fin du jeu pour Poutine en Serbie. La Serbie, que Poutine considérait comme son allié et son bastion dans les Balkans, est obligée d'abandonner Poutine à cause du piège légal américain. Les mots suivants de la ministre serbe de l'énergie à la BBC ont dû provoquer un tremblement de terre à Moscou. Le poids de Nice dans le chiffre d'affaires total du groupe Gazprom est négligeable. Nice n'est pas important pour l'industrie énergétique russe, mais il est très important pour la Serbie. En langage diplomatique, cela signifie « Nous sommes un petit pion pour vous, mais nous sommes tout pour nous-mêmes, et nous ne coulerons pas à cause de votre guerre insensée. » Alors, cet effondrement se limite-t-il à l'Europe et aux Balkans ? Non, ce n'est que le début. Rappelez-vous le grand plan de Poutine, que si l'Occident ne nous achète pas, nous vendrons à l'Orient, la Chine, l'Inde, la Turquie. Ce plan s'effondre maintenant. Commençons par le plus grand acheteur, la Chine. Selon des rapports de Bloomberg et Rystad Energy, les raffineries d'eau, États chinoises Sinopec et Petrochina, ont cessé d'acheter du pétrole russe. Les petites raffineries privées n'achètent pas non plus parce qu'elles craignent les sanctions. Résultat ? Environ 45% des exportations de pétrole russe vers la Chine ont été affectées par ce boycott d'acheteurs. Le brut russe Espo a été placé sur la liste de boycott. Le deuxième plus grand acheteur ? L'Inde. Des géants comme Mangalore Refinery, HPCL, Mittal Energy et Reliance Industries ont suspendu leurs achats de pétrole russe après les sanctions contre Rosneft et Lukoil. Écoutez, ce n'est pas une analyse, ce sont des données. Alors que les exportations de pétrole russe vers l'Inde s'effondrent, l'Arabie Saoudite est intervenue pour combler le vide et offrir des réductions de prix aux acheteurs indiens. L'Inde achetait autrefois 65% de ses importations de pétrole russe et a maintenant cessé tous ses achats depuis décembre. Et la Turquie ? Selon Reuters, les plus grandes raffineries turques éloignent également rapidement du pétrole russe. La raffinerie Star, détenue par SOCAR d'Azerbaïdjan, a considérablement réduit la part du pétrole russe et a commencé à acheter en urgence à l'Irak et au Kazakhstan. Tupras augmente ses achats de brut non russes, allant même jusqu'à acheter du pétrole du Brésil et de l'Angola. Pourquoi ? Parce que Tupras veut continuer à exporter du carburant vers l'Europe.
La stratégie asiatique de Poutine s'est effondrée avec une seule manœuvre légale américaine. Alors, est-ce fini? Pas encore. Les coups les plus douloureux pour Poutine sont encore à venir. Le pays que Poutine considère comme son partenaire le plus important dans le Caucase du Sud, l'Azerbaïdjan. Lorsque vous assemblez ces deux nouvelles, vous pouvez comprendre la frustration que Poutine doit ressentir au Kremlin. La première nouvelle est que le pétrole russe n'est plus autorisé à entrer dans le port de Bakou. Le pétrole russe doit maintenant être envoyé par pipeline à Novorossiysk pour être exporté par pétrolier. La deuxième nouvelle est que l'armée azerbaïdjanaise abandonne officiellement les normes russes et soviétiques et passe aux normes de l'OTAN. En accueillant la délégation de l'OTAN, Ilham Aliyev a déclaré « Bakou coopère étroitement avec l'armée turque et les ministères de la défense d'autres pays de l'OTAN. Cela marque la fin de l'influence russe dans le Caucase du Sud. » L'aspect comique de tout cela est que, alors que l'Azerbaïdjan rejoint l'OTAN, le ministre russe de la Défense, Shoigu, a fait la déclaration suivante. La situation dans le Caucase du Sud s'est également stabilisée de manière significative. C'est en grande partie grâce aux efforts de la Russie. C'est la preuve d'un régime totalement déconnecté de la réalité qui ne peut voir que ses alliés l'abandonnent un par un. Poutine et sa suite sont perdus dans la chambre des échos qu'ils ont créés. Maintenant le bastion européen s'est effondré. Les soi-disant alliés ont fui. Les marchés de l'Est se sont fermés. Alors qui paie le prix de toutes ces pertes? C'est le moment où nous arrivons aux données stupéfiantes que nous avons gardées pour la fin. L'impact direct de cette catastrophe sur le peuple russe. Que s'est-il passé lorsque le plan de Poutine, nous vendrons à l'Orient, s'est effondré? En ce moment, flottant sur les océans du monde, chargé sur des flottes fantômes de pétroliers, sans acheteurs, livrés à l'incertitude, se trouvent exactement 380 millions de barils de pétrole russe. Sans acheteurs. Et c'est pourquoi les prix s'effondrent. Le pétrole russe est maintenant vendu 20 € de moins par baril que le prix du Brent international. Bien que les censeurs russes tentent de retirer ces titres des journaux, la réalité est la suivante. Poutine est obligé de vendre son pétrole à vil prix pour financer sa machine de guerre. Pourtant, il ne trouve toujours pas d'acheteurs. Les rapports dont nous disposons indiquent clairement que les revenus des exportations de pétrole russe continuent de chuter rapidement. Le géant russe Lukoil a suspendu ses opérations dans le très lucratif gisement pétrolier de West Kourna, 2 en Irak. Alors, que disent tous ces chiffres aux citoyens russes ordinaires? Il y avait autrefois un accord stable que Poutine leur avait proposé. Ne vous mêlez pas de politique, et je vous fournirai la prospérité grâce aux revenus pétroliers. Cet accord, avec ses 380 millions de barils de pétrole, coule au fond des océans. Ces milliards d'euros qui disparaissent sont les retraites du peuple russe, c'est leur système de santé. Ce sont les investissements dans les infrastructures. Maintenant, tout cet argent est soit bloqué dans les pétroliers sur les océans, soit brûlé dans les besoins insatiables de la machine de guerre. Ce cancer économique se propage rapidement au cœur industriel du pays. Dans nos analyses précédentes, nous avons discuté de la façon dont l'industrie sidérurgique ou ferroviaire russe s'effondrait. Mais cet effondrement n'est plus seulement un rapport de profits et pertes. C'est une condamnation à mort pour les villes mono-industrielles, des villes comme Magnitogorsk, Tcheliabinsk ou Toula, où toute l'existence dépend d'une seule usine géante. Lorsque la Russie ne peut pas vendre son pétrole sur les océans, ces usines ne peuvent pas survivre non plus. Parce que l'aile économie de guerre a dévoré l'aile économie civile. Les usines ont besoin de subventions de l'État pour continuer à produire de l'acier ou du charbon. Mais les caisses de l'État ne sont plus remplies par l'argent du pétrole. Résultat ? Les usines déclarent des congés obligatoires sans solde, suspendent les chaînes de production, et jettent soudainement des dizaines de milliers de travailleurs dans la rue en plein hiver sans aucun revenu. Cette situation crée une génération perdue. Lorsque ces usines ferment, les compétences des travailleurs deviennent sans valeur. Cette situation peut entraîner une explosion de l'alcoolisme, de la criminalité, de la violence domestique, et, surtout, d'une colère silencieuse mais profonde envers le régime dans les provinces russes. Poutine a promis à son peuple une Russie grande et puissante. Mais ce qu'il a livré, c'est un pays isolé, en faillite, et divisé en interne que même ses alliés les plus proches fuient comme la peste. Le peuple russe paie le prix des décisions de ses dirigeants, non seulement sur le front, mais maintenant directement dans l'économie, dans des réfrigérateurs vides, et dans une perte de prestige mondial. La propagande de Poutine dit « Nous sommes en guerre contre l'Occident », mais les données hurlent la vérité. Le monde entier nous fuit. Cette immense distance est la plus grande faiblesse de Poutine. Maintenant regardons la situation dans son ensemble. La doctrine de la superpuissance énergétique de Poutine est officiellement morte. Ce piège légal ingénieux tendu par les États-Unis a anéanti tout l'empire énergétique de Poutine, construit pendant des décennies sur les marchés européens et mondiaux, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Des pays comme la Bulgarie et la Roumanie ont coupé les derniers liens économiques avec Poutine et saisi ses actifs. Les soi-disant alliés comme la Serbie, réalisant qu'ils sont sur le point de payer le prix de leur loyauté envers Poutine par un effondrement économique, cherchent désespérément refuge en Occident. Les grands clients comme la Chine, l'Inde et la Turquie fuient cet actif toxique, laissant la Russie isolée sur les marchés mondiaux. Les pays voisins comme l'Azerbaïdjan, voyant la faiblesse de la Russie, se rapprochent de l'OTAN, même militairement. L'arme énergétique que Poutine utilisait pour tenir l'Europe en otage s'est maintenant retournée contre lui et lui a explosé entre les mains. C'est la faillite stratégique de Poutine. Poutine a promis à son peuple une Russie grande et puissante.
Mais ce qu'il a livré, c'est un pays isolé, en faillite, et divisé en interne que même ses alliés les plus proches fuient comme la peste. Le peuple russe paie le prix des décisions de ses dirigeants, non seulement sur le front, mais maintenant directement dans l'aile, économie, dans le pétrole invendu flottant sur les océans, dans des réfrigérateurs vides et dans une perte mondiale. La propagande de Poutine dit « Nous sommes en guerre contre l'Occident ». Mais les données hurlent la vérité. Le monde entier nous fuit. Cette immense distance est la plus grande faiblesse de Poutine. L'écran devient noir. Alors, qu'en pensez-vous? Ce blocus énergétique mondial pourrait-il être la fin de Poutine? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires. Si ce contenu vous a apporté une nouvelle perspective, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo passionnante.